Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir et un énorme honneur de me retrouver dans cette auguste assemblée, de se retrouver, de pouvoir discuter et de partager. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler d'un motif de consultation très très fréquent, qui est les anomalies du pied du nouveau-né. Donc ce motif de consultation, c'est pas mon maître professeur Moutedi qui va me contredire en disant que plus on prend en âge et en expérience, et plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur ces pieds-là et qu'ils sont beaucoup plus difficiles à gérer qu'on ne le pense. Alors, pourquoi, en tant que pédiatre, vous avez le devoir de maîtriser la question? Alors déjà parce que c'est vous qui êtes aux avant-postes à la naissance, c'est vous qui faites la réception du bébé et c'est vous qui, dans un contexte émotif, vous êtes amené à calmer les parents. Après une attente de 9 mois, ils s'attendent à un bébé normal, et puis ils se retrouvent avec une déformation au niveau des pieds. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ont besoin de réponses, ils ont des inquiétudes. Donc c'est à vous de les calmer, à vous de leur expliquer et éventuellement par la suite de les orienter. Alors, quelles sont les attentes exactes des parents? On a pris le soin de poser quelques questions aux parents quand on les reçoit en consultation. Et on a aussi posé la question à ChatGPT de nous faire un petit peu une analyse de tous les forums qui existent sur le web et de nous ressortir les principales questions. Donc, les parents qui font preuve d'énormément d'inquiétude ont énormément de questions qui se posent. Ils ont besoin de réponses le plus tôt possible. En sortant ou bien dès la clinique ou dès l'hôpital, ils vont se mettre à la recherche d'informations sur Internet. Avant, c'était Google, maintenant c'est ChatGPT, il y a les sites web. Ils vont essayer de consulter plusieurs professionnels de santé. Et aussi, en plus d'informations, ils ont besoin de soutien face à cette épreuve qui s'annonce à eux. Donc, les principales questions qui commencent à se poser, c'est déjà la principale. Est-ce que mon bébé va pouvoir marcher ou pas, d'une part? Et puis, s'il va marcher, est-ce qu'il va avoir des séquelles fonctionnelles? Est-ce qu'il va pouvoir marcher normalement comme tous les autres, jouer avec eux? Ou bien est-ce qu'il y aura des séquelles fonctionnelles? S'il n'a pas de séquelles fonctionnelles, est-ce que éventuellement, et surtout chez la fille, est-ce qu'il y aura des séquelles esthétiques de cette déformation qu'il est en train de subir? Ensuite, la question du pourquoi. La question du pourquoi, elle se pose forcément aux parents. La maman va repasser toute sa grossesse dans sa tête. Est-ce qu'elle a été exposée à quelque chose, un médicament qu'elle aurait pris? Est-ce que c'est héréditaire? C'est une mutation génétique? On ne sait pas. On va repenser à un arrière-grand-père ou à un oncle de la famille du père qui lui avait une déformation. Le père va accuser la mère et vice-versa. Ensuite, il y a aussi parfois, ils se disent, quand elle sait que le bébé était de siège, est-ce que c'était des contraintes utérines? Et enfin, à la fin, il restera la dernière des choses, c'est Hadam Ktab, dit Allah, éventuellement, c'est la cause idiopathique. Ensuite viendra la question du traitement. On veut le démarrer le plus tôt possible. Alors, quels sont les traitements? Tarwid, l'ftih, hajakhra, on ne sait pas. Dans notre contexte aussi, il y a les tradipraticiens qui sont prêts à offrir leur secours aux dépens de la vie parfois des patients, ce qui pose problème. Donc, c'est le type de traitement, le timing optimal du traitement. Ils vont avoir besoin de réponses sur le taux de réussite du traitement. Ils ont besoin de chiffres, de pourcentages pour se rassurer et pour pouvoir se projeter. Et enfin, la dernière question qui vient, si on veut avoir d'autres enfants, est-ce qu'ils seront exposés à la même déformation ou bien est-ce qu'ils peuvent passer entre les mailles du filet? Donc là, ça va être difficile de le répondre. Il faudra d'abord que l'on fasse un examen clinique complet pour pouvoir évaluer le risque pour les enfants à venir. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est déjà vous préciser quelles sont vos priorités à la réception du bébé. À la réception du bébé, lors du premier examen,
ce qu'il faut éviter, c'est de faire un focus sur la déformation. La déformation n'est peut-être que la partie apparente de l'iceberg. Et il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves que cette déformation-là. Donc, il faut absolument identifier d'autres anomalies éventuelles qui sont associées et qui sont cachées. Sous-jacentes, exactement. Ensuite, il va falloir analyser cette déformation et pouvoir faire la part des choses entre les déformations bénignes, qui auront un bon pronostic, celles qui sont positionnelles, et les déformations beaucoup plus complexes, qui en général sont malformatives. Et enfin, il faut avoir les données nécessaires pour expliquer la feuille de route aux parents, cette feuille de route qu'ils vont devoir suivre pour obtenir le meilleur résultat possible pour leur enfant. Donc, alors, la première étape, c'est, bien sûr, comme vous le savez, un examen approfondi du nouveau-né. Cet examen, l'examen systématique des hanches, qui malheureusement, on a toujours des maladies luxantes de hanches qui passent entre les mailles du filet à l'accouchement et qui ne sont pas dépistées. Donc, je vous invite à faire un examen des hanches qui soit assidu, minutieux, d'examiner hanche par hanche. Mais si vous avez un doute, de demander à une autre personne avec vous dans la structure de réexaminer le bébé ou éventuellement de le reconvoquer après une semaine pour refaire un examen. À chaque examen, il faudra réexaminer. Ensuite, il va falloir aussi rechercher des malformations qui sont apparentes. Parfois, le myéloméningocèle au niveau de la racine du dos est manifeste, mais parfois, il peut s'agir juste d'un simple angiome ou bien d'une petite touffe de poils, une petite touffe de poils qui peut masquer une malformation à ce niveau-là. Et enfin, quelque chose que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, c'est l'analyse du faciès du bébé. Il va falloir voir la racine du nez, faire attention au menton pour éventuellement évoquer un syndrome malformatif qui soit discret. Il y a des syndromes malformatifs qui sont très très évidents, que vous pouvez dépister juste en examinant les autres articulations. Nous, il y en a un que l'on voit très souvent, c'est l'arthrogrypose, où vous avez des articulations qui sont raides et tout, mais ce n'est pas le seul, d'accord? Et à chaque examen, il va falloir faire une réévaluation du bébé. Avant de parler du pied pathologique, voyons un petit peu à quoi ressemble un pied de bébé normal. Le pied de bébé normal, c'est un pied déjà, c'est un bébé qui a les deux pieds qui sont symétriques. Et les deux pieds, quelle que soit la petite déformation qu'il présente, doivent être réductibles. Ensuite, les axes de ce pied, les axes de ce membre sont alignés les uns avec les autres. L'axe de la jambe est aligné avec l'axe du pied. Et quand vous regardez en vue plantaire, l'axe de l'arrière-pied est aligné avec l'axe de l'avant-pied et il se trouve souvent avec une dorsiflexion de 20 à 30 degrés qui est physiologique. Donc ça, c'est un pied de bébé qui est normal. Pour les plus jeunes qui viennent de commencer la spécialité, on va faire un petit rappel de la terminologie des différentes déformations. Donc, quand vous avez l'axe de la jambe avec l'axe du pied qui ne font pas de 80 degrés, qui font donc plus de 90 degrés, il s'agit d'un équin. Quand l'axe du pied est approché, se rapproche de l'axe de la jambe, quand il est en dorsiflexion, on parle de calcaneus ou de talus. En vue postérieure, si l'axe de la jambe, vous avez l'axe du talon qui va en interne, il s'agit d'un varus. Si l'axe du talon va en latéral par rapport à l'axe de la jambe, il s'agit d'un valgus. Ensuite, quand vous avez l'axe de la plante du pied qui se soulève du sol vers l'intérieur, on parle de supination. Vers l'extérieur, c'est une pronation. Et enfin, si vous regardez le pied de haut et que l'axe de la jambe avec l'axe du pied est tourné vers l'intérieur, il s'agit d'une adduction. Donc ça, c'est juste la terminologie pour mieux comprendre les images qui vont venir. Alors, si vous avez fait attention depuis le début de la présentation, j'ai pris soin de parler de déformation et non pas d'utiliser malformation, parce que c'est un terme qui est le plus communément utilisé. Alors, il y a une différence entre les malformations et les déformations. La déformation, elle peut être malformation ou une malposition. Où se situe la différence exactement? La malformation, elle survient durant la phase embryonnaire, vers la 4e semaine, quand commencent à apparaître les bourgeons des membres et à se développer jusqu'à la 8e semaine. C'est là où il peut y avoir un bug
qui va toucher soit les membres, ou toucher d'autres systèmes et qui peut aboutir à une malformation des membres ou à un syndrome polymalformatif. Ensuite, quand le fœtus est entièrement développé et qu'il se trouve dans la cavité utérine, à ce moment-là, il est soumis aux contraintes de l'utérus. Et c'est là, sous l'effet de ces contraintes, que le bébé, que les membres peuvent subir des déformations. Et c'est là où on parle de malposition. Les malformations, en général, ne sont pas réductibles. Les malpositions, vu que c'est des contraintes mécaniques, elles vont se trouver, elles peuvent éventuellement, elles sont beaucoup plus réductibles. Et au milieu de ces deux entités, on a une des déformations la plus fréquente dans notre contexte, c'est le pied-bot varus-équin, où l'on ne sait pas exactement où la placer. Est-ce qu'il s'agit d'une malformation ou d'une malposition parfois? D'accord? C'est un petit peu des deux. Tout ce qu'on sait, c'est que ce pied-bot-là, il y a besoin d'une prise en charge particulière. Il est idiopathique dans 80% des cas, on n'arrive pas à l'étiqueter, mais il se situe, c'est une entité qui se situe un petit peu entre les deux. Alors, nous avons vu que l'examen clinique, il permet d'évaluer la réductibilité du bébé, du pied déformé. Maintenant, quelle est la place de la radiologie dans ce contexte-là? Alors, on sait qu'on a souvent tendance à se ruer vers une radiographie du pied pour essayer de voir la déformation. Elle ne sert pas à grand-chose en période néonatale. Les deux examens radiologiques dont on dispose, qui sont assez faciles à voir, c'est l'échographie. L'échographie, elle est très utile en anténatal pour le dépistage d'éventuelles déformations des membres. Le pied commence à être évaluable et visible à partir de la 14e semaine, donc où l'on peut diagnostiquer une déformation, rechercher d'autres déformations ou d'autres malformations et voir s'il s'agit malheureusement d'un syndrome malformatif et dans d'autres contextes que chez nous au Maroc, discuter en pluridisciplinaire une interruption thérapeutique de grossesse, ou bien si c'est une déformation qui est isolée et éventuellement préparer les parents à l'accouchement et à une prise en charge lors de l'accouchement. Et la radiographie standard, elle n'est pas très utile à la naissance. Pourquoi? Parce que le pied de l'enfant, il est à 75% cartilagineux à la naissance. Donc, les seuls os qui sont visibles, c'est le talus, le calcaneus, les métacarpes et les phalanges. Donc, étudier les angles, étudier les positions est très difficile. Mais parfois, elle peut être d'une certaine utilité. On va voir pourquoi. Donc là, comment on va procéder? Je vais vous présenter un petit peu les différentes déformations et j'aurai besoin de votre concours pour pouvoir rendre la séance un petit peu interactive. Donc là, vous avez 3 déformations en talus ou en pseudo-talus. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les 3? Donc dans les 3 cas, vous avez le pied qui va vers la jambe. D'accord? Essayons d'analyser un petit peu la plante des pieds. Pardon? Le premier, c'est un pied talus simple. Pourquoi? Pourquoi? Mis à part l'expérience. Même l'autre est dans l'axe. La plante du pied a l'air normale. D'accord? Donc, effectivement, si vous faites attention, dans l'image de gauche, avec le pointeur. Dans l'image de gauche, la plante du pied, elle a l'air normale. Le calcanéum se trouve dans sa position, alors que dans l'image qui suit, on a l'impression qu'il y a une bosse au niveau de la plante du pied. Et si on palpe à ce niveau-là, on va palper un pseudo-talon. C'est un os qui est à ce niveau-là. Dans la 3e image, nous avons effectivement le dos du pied qui est vers la jambe, mais la déformation, elle semble se situer un petit peu plus haut, où on a une bosse au niveau de la jambe. Alors, quand vous allez palper ces différents pieds, déjà, vous allez toucher une bosse au niveau de la plante du pied de la 2e image, mais surtout le point déterminant, c'est que seul le pied de gauche est réductible. Dans les autres pieds, la déformation va rester exactement la même, elle ne bougera pas. Donc, le pied de gauche, c'est une malposition. Donc, comme vous avez dit, un pied talus ou un pied calcaneus, en fonction de la dénomination. Les autres, il semble que ce soit des malformations. Dans ce cas-là, on peut faire, soit à la naissance ou un tout petit peu, quelques semaines après, des radiographies,
Donc sur la radiographie de gauche, même si c'est le pied d'un enfant un petit peu plus grand, vous voyez la position du talus par rapport au calcanéum. Dans l'image du milieu, vous voyez que le talus, il plonge devant le calcanéum. Il est complètement luxé par rapport à l'os qui est devant lui. C'est la définition radiologique d'un pied convexe. Et dans la troisième, c'est une courbure qui touche le tibia. D'accord ? Là, j'ai choisi des images cliniques qui sont parlantes, mais dans la réalité, parfois, on a du mal à différencier le pied convexe du pied talus. La bosse n'est pas toujours aussi manifeste, même si parfois on a l'impression d'avoir la vacuité talonnière, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut prendre la peine de surveiller, de réexpliquer ou de confier à quelqu'un qui en voit un petit peu plus. Alors, pardon ? Donc, le traitement dans le cas du pied talus, ça va être l'abstention. Il est souvent spontanément réductible, ou bien parfois on a besoin de quelques manipulations, même nous en général on préfère éviter les manipulations sur un petit pied et des os cartilagineux, ou là كما كانوا كيديروا جدودنا كيديروا شويه ديال الثوب ولا القطن ما بين le dos du pied et la jambe et ils commencent à pousser le pied au fur et à mesure. Donc c'est une très bonne méthode et très douce. Dans les deux autres cas, d'accord, surtout dans le cas du pied convexe, actuellement, on peut commencer à essayer de traiter par des manipulations et par le plâtre, ça se fait, mais généralement l'idéal c'est d'opérer à partir de l'âge de 3 mois. Il faut opérer assez tôt pour essayer d'avoir le meilleur pronostic possible. Dans le troisième cas, bien sûr, ça c'est une chirurgie qui est inévitable. Deuxième déformation, le varus de l'avant-pied. Donc là, vous voyez très bien sur l'image de gauche que entre l'axe de l'arrière-pied et l'axe de l'avant-pied, il y a une petite déviation. D'accord ? L'autre, on n'a pas d'image de bas, mais il lui ressemble. Pardon ? Non, ce n'est pas un pied équin. Pied équin, c'est difficile à dire. On dirait que c'est un pied, un métatarsus varus vu de haut. Ça ressemble. Mais quand on va essayer la réductibilité, à ce moment-là, le métatarsus adductus est le seul qui se réduit. L'autre, c'est le pied en Z, il ne se réduit pas. Et encore une fois, la différence clinique entre les deux, parfois, elle n'est pas aussi évidente. Il faut parfois plusieurs examens et attendre l'évolution des choses pour pouvoir faire la part entre les deux. Mais toujours, alors donc, dans le langage commun, on entend deux termes, métatarsus adductus, métatarsus varus. D'accord ? La différence entre les deux, c'est que l'adductus est beaucoup plus réductible, le varus, il est un petit peu plus dur à réduire. Et le pied en Z, c'est l'extrême. Pas du tout. Ensuite, nous avons le supinatus, le pied varus. Alors, comment on va faire la part des choses ? Très bien. Le pied supinatus, le pied varus, il va être parfaitement réductible. Et dans le traitement, ça va être... On peut l'éviter au début, c'est la stimulation. La stimulation musculaire, ça marche très très bien. D'accord ? On se donne quelques semaines pour voir l'évolution, mais ça peut parfois, dans certains cas, aboutir à une immobilisation plâtrée ou paratelle. Ça peut arriver. Dans le cas à côté, qu'est-ce que c'est comme diagnostic ? Alors là, on a un supinatus vu de face. On va vous montrer le pied sous d'autres angles. De derrière, vous voyez qu'il y a un varus de l'arrière-pied. En vue plantaire, vous voyez qu'il y a un métatarsus varus, un varus de l'avant-pied, et il y a aussi un sillon entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Et enfin, de profil, vous avez l'équin. Donc ce pied-là, c'est un pied-beau, varus, équin. Il y a les quatre. Le supinatus, le varus de l'arrière-pied, le varus de l'avant-pied, le cavus et l'équin. Le pied-beau varus équin est partiellement réductible.
il peut se réduire. Ce n'est qu'une indication du pronostic. En général, quand il se réduit bien, on est plus optimiste. Sinon, s'il ne se réduit pas bien, là, c'est beaucoup plus délicat. Alors, le traitement du pied-bot varus-équin. Le pied-bot varus-équin est toujours partiellement réductible. Il n'est jamais entièrement réductible. Opérer le tendon d'Achille et mettre les attelles. Attelles plâtrées. On peut se donner les manipulations. Alors bon, effectivement, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui étaient pour les manipulations avec la mise en place d'orthèses et tout. Actuellement, le traitement qui est le plus reconnu, c'est de faire des séries de plâtres. C'est un Américain qui a mis en place la technique, c'est M. Ponseti, qui faisait des séries de plâtres qui sont espacées de 4 à 7 jours. Et par la suite, il faisait la ténotomie du tendon d'Achille pour pouvoir réduire l'équin. Donc ça donne un petit peu cet aspect-là. Vous avez les différents plâtres qui sont faits au fur et à mesure pour essayer de réduire ce pied-bot varus-équin. Les indications, c'était de la première semaine de vie jusqu'à quel âge? On se posait la question. À Marrakech, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on laissait jusqu'à l'âge de 1 an ou 2 ans. Après, on se disait qu'on devait opérer. Actuellement, sous l'impulsion d'une association qui fait beaucoup pour ces pieds-bots, c'est une association non caritative. Elle s'appelle Premier Pas, d'accord? Et ils font énormément pour ces enfants-là, pour leur recrutement. Ils se déplacent chez eux. Ils leur offrent les orthèses qui coûtent pourtant très très cher, ils leur offrent. Et surtout, ils font aussi également beaucoup pour la formation du personnel. Ils forment le personnel médical dans les localités où il y en a, et ils forment du personnel paramédical, des kinésithérapeutes, même dans les régions éloignées, pour que ces enfants bénéficient de ce traitement-là, et ça réduit bien sûr le handicap chez beaucoup d'enfants. C'est une association marocaine, oui, mais qui est financée par des gens de l'étranger. D'accord? Et vraiment, vraiment, ils font beaucoup. Ils font des formations pour les médecins, pour le suivi, ils se déplacent. D'accord? Et tout, et c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et même au CHU de Marrakech, ils ont mis à notre disposition un lot d'attelles que l'on offre aux patients, qu'ils aient été suivis au public ou au privé. Parce qu'au stol à l'attelle, il est disponible la taille d'elle, qui j'ai exactement, tout le monde peut en bénéficier. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, devant une déformation, quand le pied est réductible, c'est une malposition, donc ça va être des manipulations, éventuellement des orthèses par la suite. Quand le pied est non réductible, dans le cas des malformations, la sanction chirurgicale, c'est souvent le cas, mais on peut toujours essayer de faire des plâtres, des manipulations pour assouplir. D'accord, mais il ne faut pas que ça retarde le traitement. Ça va permettre peut-être d'obtenir un meilleur résultat chirurgical. Et entre les deux, vous avez le pied-bot varus-équin, où le traitement de référence, c'est la technique de Ponseti. Et d'après les professionnels, les experts qui sont avec l'association Premier Pas, ils ont énormément d'expérience. C'est un chirurgien pédiatre qui a passé plusieurs années au Sénégal. Et jusqu'à présent, il traite même des enfants qui ont 14 ans. D'accord? Donc, voilà, même assez tardif, ce qui permet d'éviter des gestes très, très sévères sur les pieds. D'accord? Ça laisse des pieds qui sont beaucoup plus fonctionnels que la chirurgie. Alors, les déformations et les malformations des pieds, c'est tout ce qu'on a vu, mais ce n'est pas que ça. Il y en a aussi d'autres. La syndactylie, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'image la deuxième commissure qui est fermée. Donc, les syndactylies en général, vous avez les syndactylies simples et les syndactylies complexes. Simple, c'est quand c'est uniquement un pont cutané entre les deux orteils. Complexe, c'est quand il y a un pont osseux entre les deux. Donc, le traitement, c'est la chirurgie. Il vaut mieux opérer assez tôt, c'est beaucoup mieux. L'image qui suit, c'est la clinodactylie. Là, vous avez le doigt, un des orteils qui va sous les autres. Voilà.
Et la troisième, elle n'est pas très très visible, c'est le doigt en crochet, c'est la camptodactylie. Alors ces déformations, parfois, on a tendance à essayer de les supporter, mais quand ça commence à gêner le chaussage, à gêner le jeu de l'enfant, son développement, il faut y remédier. Alors la syndactylie, le traitement, c'est une plastie chirurgicale. Dans les autres cas, on peut essayer l'orthoplastie, traitée par des orthèses. Si ça fonctionne, tant mieux. Si malheureusement ça échoue, ça permet de faire grandir un petit peu l'orteil et ensuite de l'opérer. Ça dépendra de sa tolérance par rapport au traitement orthopédique et au chaussage. Parce qu'il faut savoir que quand vous opérez une clinodactylie, vous ne savez jamais quelle est la composante qui est en jeu. Est-ce que c'est juste les parties molles? Est-ce que parfois c'est aussi les os qui sont en cause? Et quand c'est les os qui sont en cause, c'est difficile de faire des ostéotomies sur des petits orteils, sur des petits os. Et puis, il y a les formes beaucoup plus méchantes, les ectrodactylies, où c'est quasiment des rayons qui manquent. La macrodactylie, où c'est des orteils ou des parties où tout a un segment qui est augmenté de volume. Alors, dans l'ectrodactylie, on essaye d'arranger le chaussage, si c'est possible. La macrodactylie, c'est un accompagnement du pied au cours de la croissance, avec éventuellement plusieurs opérations chirurgicales de réduction pour lui permettre de se chausser et de déambuler. La troisième photo, c'est une maladie des brides amniotiques. Alors là, tout dépend de la forme. Dans les formes les extrêmes, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et dans d'autres formes, la levée de l'obstacle de la bride amniotique permet de récupérer un petit peu du membre. Et enfin, la polydactylie, ça c'est juste une duplicité de l'orteil, mais elle peut être encore plus importante avec parfois des pieds en miroir, où on va faire des réductions de segments pour pouvoir permettre à l'enfant de se chausser. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et juste un dernier petit effort, retenez deux choses, que le pied s'évalue avec les mains, pas avec les yeux, d'accord? Et il ne faut pas faire de fixation, surtout sur la déformation, il faut chercher ce qui se cache derrière. Parce que pour ce qui est de la première, c'est qu'on a toujours tendance à être mis dans l'embarras par les déformations les plus simples. Les petites déformations, et si on a été trop optimiste et on a eu trop d'élan envers les parents, on sera souvent déçu. Donc toujours évaluer la réductibilité. Je vous remercie.